retour dans cette émission numéro 76 pour la dernière partie. Nous allons parler maintenant d'un problème, d'un phénomène qui se développe dans un quartier de Lomé. Nous parlions tantôt de Unatrot qui ne met pas à la disposition des transporteurs des espaces pour garer leurs titans, mais à Agoué-Adjouba, dans Agoué-Niveau 1, les titanman, comme on les appelle communément, créent eux-mêmes des espaces là-bas et développent des activités. Et là, il y a des bandits, des jeunes qui fument, et ça devient un problème pour les riverains à Agoué-Adjouba. Ferdinand, c'est l'alternative qui en a parlé la semaine dernière, en fin de semaine. Que se passe-t-il réellement avec les camionneurs, surtout de la société Dangote à Agoué-Adjouba? Oui, nous avons été interpellés par les populations d'Agoué-Adjouba. Je rappelle que Agoué-Adjouba, c'est un quartier qui est à la lisière du contournement. Moi, je me rappelle quand on était petit, il y avait une rivière là qui s'appelait Adjouba. On allait nous baigner là-dedans. À l'époque, il y avait la Sourate et on allait sur le motocross. À l'époque, 81, 82, 83, il y avait les Pascal Vigneron. C'était un grand pilote de motocross qui gagnait toutes les courses au Togo, un franco-ivoirien. Ça nous faisait vraiment plaisir. Donc, en revenant, on achetait quelques bâtons de canne à sucre et puis on passait à nous baigner à Adjouba. Il y avait le champ de tir qui n'était pas... C'était à 5 francs. Ouais, le champ de tir qui n'était pas assez loin. La zone où on avait exécuté, je crois, à Diata, Kofi à l'époque. Bon, pour les jeunes qui ne savent pas, qui n'ont pas suivi cette étape. Alors, à Agoué-Adjouba, Lomé s'est rapidement développé. Donc, cette histoire de Sora, tout ça a disparu. Donc, toute cette zone-là est aujourd'hui habitée. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que depuis que le Togo a ouvert ses frontières à Dangote pour introduire dans notre pays le ciment et gagner du CFA, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Lorsque la monnaie du Nigeria a connu une chute spectaculaire, Dangote avait besoin de lever de l'argent dans l'espace CD et francophone. Et le Bénin était réticent, le Togo a ouvert les frontières, il déversait tellement de tonnes de ciment ici, c'est tellement que les autorités aussi prenaient leur commission. Et donc, les camionneurs de la société Dangote, on les connaissait par les accidents dans lesquels ils étaient régulièrement impliqués sur la voie. Ils faisaient des accidents, ils tuaient les gens à Néo, sur la route, un peu partout, parce qu'ils conduisent comme ils sont des gens indisciplinés, ils conduisent comme ils veulent. Vous connaissez la méthode des Nigérians. Et depuis quelque temps, ils ont créé un parc sauvage à Adjouba, sous les hautes tensions, jusque dans la zone de Agoué-Humbi, pour ceux qui connaissent Agoué. Et ils viennent à tout moment, de jour comme de nuit, tard dans la nuit, ils gardent les titans. Ils créent un bazar total dans le quartier. Ils bloquent les entrées des maisons des gens. Ils bloquent les entrées des maisons des gens. Vous savez, lorsqu'on met 2-3 titans, vous revenez le soir à la maison, vous n'avez même pas le chauffeur qui est là, vous ne savez pas comment rentrer dans votre domicile, ils laissent les voitures, ils partent. Et ça, c'est l'un des premiers actes qu'ils posent. Ils gardent les titans partout. Ils bloquent les entrées des maisons des gens. Ils défèquent dans le quartier. Ils font les besoins dans les sachets. Ils jettent dans le quartier, partout, devant les domiciles des gens. Ils fument la drogue dans le quartier, puisqu'ils viennent du Nigeria, ils ont des réseaux. Ils fument la drogue dans le quartier, donc autant le cannabis, le coca, tout ça, ils sont dans le quartier. Ils ont créé leur monde, il y a un ghetto, ils fument comme ils veulent, ils disposent les riverains. Et ils amènent du Nigeria, ils font la contrebande de gasoil, du carburant, ils mettent ça dans leur titan, ils font venir ça du Nigeria. Et ils ont des clients à Lomé qui viennent récupérer ce carburant dans cette zone-là. C'est-à-dire qu'ils font des transactions avec tous les risques d'incendie du quartier. Du fuel, ça veut dire que c'est le fuel. Ouais. Ils font du trafic de carburant. Ils font venir du carburant du Nigeria qu'ils donnent à des gens qui viennent récupérer. Maintenant,
Le cours de leur bêtise, depuis un certain temps, ce n'est même pas un certain temps, depuis plusieurs mois, c'est qu'ils se permettent de violer les jeunes filles et les enfants dans le quartier. Ils violent les enfants dans les titans. Ils violent les gens. Les riverains ne peuvent plus envoyer leurs enfants, leurs domestiques sortir le soir. Voilà. Ils font des rapides. Mais c'est pas des kidnappings. Il y a les Jolendien qui sont. Voilà. Ils kidnappent les filles, ils les mettent dans les titans, dans les camions, ils les violent. Et donc nous sommes allés dans le quartier. Ce n'est pas des faits banals qu'on est en train de raconter. On a recueilli plusieurs témoignages des habitants, des riverains, en tout cas ceux qui ont eu le courage de parler. Et ces gens ont interpellé les autorités municipales et préfectorales en vain. Et il y a une lettre qu'ils ont adressée au maire à Tambourou qu'on a publiée. Ils sont allés voir le préfet. Le ressort de Golfe 1. Voilà. À Guanivé 1. Ils sont allés voir le préfet militaire au Dabalo, je sais pas quoi. Le préfet a envoyé une équipe dans le quartier. Et puis, après, plus rien. Quand ils voient la préfecture, ne les reçoit plus. Ils ont soupçonné la corruption. Et donc, les gars de Dangote, là, ces bandits-là, ils leur disent non, qu'eux, ils paient déjà les taxes. Ils s'en foutent des autorités togolaises. D'ailleurs, dans les témoignages qu'on a recueillis, c'est leur patron Dangote qui nourrit Foy-Nassimbe. Foy-Nassimbe, c'est le petit de Dangote. C'est ce qu'ils disent. C'est un petit, et qu'eux, ils donnent l'argent aux autorités togolaises. Eux, ils s'en foutent. Et donc, ils ont enceinté des filles, ils ont disparu, certains ont disparu. Ils ont violé les enfants, les gens ont des certificats médicaux, ils ont tout. Personne ne dit absolument rien. Et donc, la nuit, très tard dans la nuit, ils font des manœuvres de leurs camions pendant que les gens dorment. Ils klaxonnent dans le quartier. Vous imaginez par exemple une centaine de camions dans un quartier. Ils klaxonnent comme ils veulent. Ils font des manœuvres comme ils veulent. Personne n'a le droit de leur dire quoi que ce soit. Et eux-mêmes, ils ont des réseaux différents. Et quand ils arrivent à se bagarrer entre eux, c'est avec des machettes dans le quartier. Et donc les populations d'Adjouba sont en permanence en insécurité. Et comme personne ne leur venait au secours, alors qu'ils ont interpellé les autorités, ils ont jugé bon de venir vers la presse pour que la presse en parle. Voilà pourquoi on a fait cette parution qu'on leur a consacrée la semaine dernière. Et je ne sais pas encore si l'affaire est réglée, mais ils nous ont dit que la mairie a dépêché des gens dans le quartier. Alors la solution c'est quoi? C'est de démanteler ce parc et d'aller leur créer un parc quelque part. Si tant est qu'ils doivent rester à Lomé en amenant du ciment du Nigeria. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le fait qu'ils ont commencé par être permanents dans la zone, d'autres camionneurs aussi viennent. Ça ce n'est plus Dangote. Les gens qui quittent le Niger, ils viennent s'installer là-bas. Et là-bas, il s'est développé des garages sauvages. C'est-à-dire, plus il y a les camions, il faut les réparer. Donc les gens ont créé des garages, des circonstances. Et tous ces gens-là, ils sèment le bordel dans le quartier. Vous imaginez un peu que vous avez une maison que vous avez construite. Vous revenez le soir de votre boulot, vous ne pouvez pas rentrer dans votre maison. On vous contraint à garer dehors, on vous embête, on vous crache dessus, on fait des caca dans des sachets qu'on balance dans vos maisons la nuit. Vous venez retrouver ça ou devant votre maison. Ça se passe au Togo à Lomé. Surtout les cas de viol qui sont permanents. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'on a fait ce dossier-là pour interpeller les autorités. Quels que soient les bakchiches et les prébendes qu'ils prennent chez Dangote et ces camionneurs, je pense que la mission première des autorités togolaises, c'est de protéger nous les citoyens. Et vous ne pouvez pas livrer tout un quartier à des bandits, alors que vous vous levez tous les jours pour nous parler de sécurité des citoyens. Et il arrive dans ce pays qu'on bloque toute une journée un quartier, qu'on est en train de faire opération de je ne sais quoi, et à la fin, on nous dit qu'on a pris quelques machettes. On a pris des machettes et du cannabis. Mais le paradoxe, c'est que à Ouagadougou, on n'a pas trouvé nécessaire de sécuriser, enfin de bloquer ce quartier-là pour lutter contre l'insécurité, parce que celui qui vend du fioul, il vend du cannabis, il vend de la cocaïne. Mais est-ce qu'il est loin? Est-ce qu'il est loin de celui qui menace la sécurité de l'État? Mais c'est ça. Parce qu'on ne sait plus, on ne sait pas. On ne va pas, enfin, je ne vais pas citer d'autres choses qu'ils vendent. Parce que ça veut dire que les camions de Dangote circulent
allègrement. Parce que sans aucun contrôle. Sur tout le trajet, il n'y a personne qui a arrêté cette fuel-là et qui a fait le contrôle pour voir qu'est-ce que vous transportez à part le ciment. À part le ciment. Qu'est-ce que vous transportez à part le ciment? Et ils circulent tout le Togo allègrement. Ils viennent faire leur deal au vu aussi de tout le monde. Juste parce que Dangote, c'est lui qui nourrit Faure Gnassingbé. c'est ça. Pour apporter de l'eau à ton moulin, tu sais qu'on a arrêté des camions de Dangote au Cameroun. Et dans ces camions-là, ils ont mis du cannabis, des mâles de cannabis, des petits, comment vous appelez ça? C'est des trucs, des pains de cannabis. Tels qu'ils emballent ça. Voilà, tels qu'ils emballent ça entre les paquets de ciment. On les a arrêtés au Cameroun. Ça veut dire, comme tu le dis, personne ne sait ce qu'ils transportent pour rentrer dans ce pays. Personne ne sait. Puisqu'au moins on sait qu'ils font du trafic de carburant. Effectivement. Et que la lutte contre le trafic de carburant dans ce pays a déjà créé des morts. On se lève, on dit on chasse bourret. Alors que les gens de Dangote font rentrer du carburant du Nigeria au Togo, sous les voitures, les camions, et qui viennent les vendre à ciel ouvert au vu au sud de tout le monde, à Lomé, dans un quartier appelé Adouba. Effectivement. Et voilà, nous sommes dans le bastion de Uni, parce qu'on me dit qu'à Agoué niveau 1. Non, on est à Agoué niveau 1, on a voté Uni, n'est-ce pas? Parce que l'élection du maire à Dobonou n'a pas fait objet de tractation comme on s'est entendu pour nommer des gens maires ailleurs. Mais on est dans un bastion de Uni. Les gens ne votent que Uni, ça veut dire que ça c'est le territoire de Uni. Et voilà, les électeurs de Uni sont laissés à la merci des étrangers parce que le milliardaire, c'est lui qui nourrit le président de la République. C'est ce que les chauffeurs disent. Ouais, c'est ce que les chauffeurs disent. Mais et s'ils le disent, ça veut dire que c'est parti de quelque part. Le patron a parlé. Justement, c'est parti de quelque part. Le patron a parlé. Vous connaissez les anglo-saxons, quand ils sont remontés à la tête, il sort, il débite tout. Parce que c'est tellement que les plaintes sont remontées. Dangote dit, mais. Adonne-moi la porte. Parce que leur président, il me court derrière chaque fois. Et voilà, en retour, on met à leur merci femmes, enfants, et sécurité, assainissement, enfin tout est mis, même les maisons sont mis à leur disposition. Et pendant que le pays est exposé à l'insécurité, et quand je dis sécurité contre l'État, parce que sous les ciments, on ne sait pas ce qu'ils transportent à part les cannabis. On ne sait pas ce qu'ils transportent à part les cannabis. Et quand on quitte Adouba, allons à Katanga. Voilà, l'autre, l'ancien quartier, ce qu'on appelait hier à Syrie. Le nom de quand tu quittes, non loin de ce qui fait office de siège de T-Oil aujourd'hui. C'est presque le même phénomène. C'est le même phénomène. Raffinerie, derrière la raffinerie. À Kagome. C'est le même phénomène. Insalubrité. Prostitution, agression, viol, tout. La zone là-bas. Tout est organisé. Dans la zone tout est organisé. Par les camions qui viennent du Mali, du Niger. Moi j'ai été étonné que quand on a attrapé, on a arrêté, on a encerclé cette zone-là, puisque c'est l'élément de hier qu'on a encerclé cette zone. C'est une journée là. Voilà, une journée. On n'a pas mis la main sur les étrangers qui sont étrangers là. On n'a pas arrêté ces étrangers. Et c'est nos petits débrouillards, c'est chez eux, on allait prendre les manchettes, les coupe-coupes, etc. On n'a pas arrêté des pains de cannabis qu'ils fument parce que eux, quand tu circules même à partir de 20 heures déjà, ils le fument au vu aussi de tout le monde. Ils s'amusent avec les filles. Comme si ils étaient dans un harem. C'est devenu carrément un harem pour eux parce qu'il y en a qui pas démarché, ils donnent des filles pour le baron qui attendent dans les camions. Toutes ces fléaux se développent. C'est des lieux de propagation des maladies. Des lieux de propagation des maladies. Et toutes les autres maladies. Tout y est. Puisque c'est des ghettos qu'ils ont créés dans le pays. Et sous les yeux complaisants des autorités, ils sont parce qu'ils trouvent que non, c'est la population faible qui est à leur merci. Nous, on n'est pas concernés, mais on sait.
quand à force de dire Moukamou, bon, on sait là où ça arrive. Le même phénomène se produit aussi à Dubaï parce que nous avons rencontré la dernière fois que ces camionneurs-là amènent des prostituées dans le quartier et le matin on les voit sortir des camions une à une qui se promènent dans le quartier alors qu'il n'y avait pas ce phénomène. Il n'y avait pas ce phénomène. Et c'est la dépravation des mœurs. Et l'autre chose aussi que la population déplore là-bas, ces camionneurs se douchent à l'air libre. À l'air libre. Quand les filles, tout le monde passe, les bras, les gars. Avec tout le système, appareil dehors, tout. Il ne peut faire du regard des passants. Et les gens, quand les gens se réveillent le matin, ils voient des préservatifs devant leur portail un peu partout. Vous imaginez dans quel environnement aussi sale dans lequel les gens vivent à Dubaï, environnement pollué, pollution sonore, pollution de tout ce que vous pouvez imaginer, et agression permanente. Mais pendant qu'on y est, moi, ça m'étonne parce que c'est pas un secret de polichinelle que Forêt est un partenaire d'affaires avec Dangote. Bon, ok, les gens font vous faites du business, l'État tire ses subsides dedans. Et l'argent, ça sert à quoi? On va le créer un parc. Ne serait-ce qu'au minimum de parc. On sait que bon, on peut appeler le quartier Dangote. Si toi, tu t'aventures vers Dangote, tu es violé. Ils ont décrété une partie du bassin de Sion là, c'est-à-dire que tout le marécage dans la zone de Diagbé, mais ce côté-là, d'utilité publique, où les gens ont créé des entrepôts maintenant, ils peuvent aménager, ils peuvent espace là-bas, ils peuvent aménager. Tous ceux qui sont là rentrent dans ce parc-là, ils sont contrôlés par la police togolaise. Pour qu'on sache, quand ils viennent dans le parc, qu'est-ce qu'ils transportent, quand ils ressortent, qu'est-ce qu'ils transportent. Effectivement. C'est comme ça, comme et ils limitent leur vilaine pratique culturelle, à l'air libre, etc. Mais ils le font là-bas. Et donc, s'ils sont là-bas, ils vont chercher une prostituée quelque part, ils viennent faire leurs opérations là-bas. C'est le problème. C'est pourquoi je dis, on te cherche, c'est que tu es dans le quartier Dangote. Voilà. Tout ce qu'il y a là-bas, tu le sais. Voilà. Autant pour ceux qui sont au niveau de raffinerie, mais on leur crée un parc dédié. Oui. Parce que la fait souvent, c'est les Nigériens, etc. On leur crée un parc dédié. Parce que l'autre phénomène, c'est que tu as des enfants dont on ne connaît pas le père dans le quartier. Ça, c'est l'autre phénomène. À Dubaï, vous allez entendre bientôt, mais certainement qu'il y en a déjà, des enfants dont on ne connaît pas, un peu comme les enfants de la route, le phénomène des enfants de la route. Chaque fois qu'il y a un chantier. C'est ça dans certains pays comme la Côte d'Ivoire et aujourd'hui accessoirement Cameroun qui ont alimenté, qui ont suscité l'émergence de ce qu'on appelle les microbes. C'est-à-dire des enfants sans parents, sans tuteurs, qui ne sont sous le contrôle de personne et qui ont commencé par attaquer les gens à la machette dans les quartiers. Ils ne pouvaient plus rentrer. Parce qu'ils n'ont pas de référent. C'est tout. Parce qu'ils n'ont pas de référent, ils n'ont pas de protecteur. Donc ils sont leurs propres protecteurs. Ils sont dans la rue. Ils sont devenus une milice. Un peu comme c'est le même phénomène qu'il y a avec les fazendas. Parce que là où il y a la drogue, on fait du commerce illicite. C'est ça. Mais qui génère de l'argent, d'énormes liasses de billets. Mais ne soyez pas étonnés qu'une milice, ça dit que ces gens, les gangs, les phasés, c'est ça? C'est comme ça on les appelle? Oui, je pense que c'est les phasés là? Oui, les favelas, etc. Où les microbes naissent. Je crois qu'il y a quelque chose du genre qui est en train de se développer à Guadeloupe, mais là-bas il y a une petite nuance parce que ce sont les propriétaires de maison, leurs enfants, les jeunes même qui s'organisent maintenant contre ces camionneurs-là. Ils se préparent. Parce que ce qui va se passer, parce que ce qui va se passer, ce qui risque de se passer à Dubaï si l'État ne réagit pas rapidement. Un matin, on va se lever et puis on va apprendre que la population a brûlé tous les camions qui sont là-bas. Effectivement. Parce que les gens en ont marre. Les gens sont exaspérés. Quand l'État démissionne, les gens sont exaspérés. Donc, un matin, parce que personne ne peut continuer par vivre dans une ambiance de peur tous les jours. Vous ne pouvez pas demander à votre enfant d'aller acheter quelque chose au bord de la route. On le kidnappe, on le viole. Quel parent peut accepter ça? Aujourd'hui, nous avons tout des organisations de droits de l'homme, des organisations qui s'occupent des femmes, de la dignité des femmes, des enfants, tout ça. Ils doivent se saisir de ce dossier et interpeller rapidement l'État, le ministère de la Sécurité, pour qu'on démantèle ce parc sauvage de ce quartier-là, qu'on nettoie le quartier et qu'on aille leur trouver, et je ne sais pas, où est-ce qu'on peut leur trouver, je ne sais rien, un parc quelque part où, comme Joël a dit, ils ont le quartier Dangote. Ils font ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent là-bas, ils vendent ce qu'ils veulent. On sait ce qu'ils font là-bas. On sait que c'est là-bas ils sont. Mais bon, on sait que quand ils viennent, c'est là où ils sont. On les enferme là-bas. Vous connaissez le comportement des Nigérians.
Les gens du Nigeria, ils sont violents, ils sont sans état d'âme, ils font n'importe quoi. Comme, bon, tu sais, le Nigeria, c'est un pays, mais c'est comme un no man's land. C'est le Far West, les gens font ce qu'ils veulent. Donc, ce sont ces habitudes-là qu'ils sont en train d'amener dans nos quartiers ici. Vous voyez. Et donc, les populations n'en peuvent plus. Je pense que l'État doit réagir, quels que soient les subsides ou les intérêts qu'il lie. Et Fon Yassibia d'un côté, puisqu'ils disent que c'est lui qui nourrit notre président. Donc, eux-mêmes, ils savent pourquoi ils le disent. Ils savent le business qu'ils font ensemble, nous on ne sait rien, puisque nous on a profité de rien. Il faut que les autorités togolaises comprennent qu'ils ont en charge la sécurité des citoyens, qui ne peuvent pas mettre au-dessus des citoyens les intérêts qu'ils ont avec quelques hommes d'affaires, pour que des gens viennent dans notre pays nous piétiner. C'est comme tout ce qu'on voit dans les sociétés de zone franche. Où quand les gens se mettent en grève, on leur dit oui, on donne de l'argent à vos ministres, à vos présidents. Donc on vous paye ce qu'on veut. On va vous payer ce qu'on veut. On vous chasse. Effectivement. Donc c'est cette méthode-là, d'une autre manière, qu'on a en train de développer à Agoué Adjouba. Et il est important que l'ensemble de la société réagisse. Parce que j'ai le sentiment que les Togolais sont tellement amorphes que quand on vient même les piétiner dans leur maison, ils ne disent rien. Dans aucun pays de l'Afrique de l'Ouest, ce qu'ils sont en train de faire là ne va se passer. Les gens vont les mettre déjà dehors. La fin de l'amorphisme, c'est ce que Isidore a relevé tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est l'émergence, ce sont les embryons de phénomènes microbes qui sont en train d'être constitués à Adjouba. Et moi je dis c'est tant mieux. C'est tant mieux s'il peut se défendre et si ça peut réveiller l'État, remettre l'État sur pied pour qu'au-delà des bakchiches, au-delà de tout ce qu'il tire comme subside, qu'il sache que non, on ne peut pas. Quand vous accueillez un étranger, un partenaire, vous le logez, non? Vous accueillez un partenaire d'affaires, vous le logez, vous le contrôlez. Et justement, tu le loges pour pouvoir le contrôler parce que quand tu veux le loger, tu lui mets, enfin, toutes les communautés selon sa culture pour qu'ils ne viennent pas corrompre ta culture. Parce que là, à Adjouba, comme au niveau de raffinerie, il y aura une révolte culturelle. Parce que les gens ne se reconnaissent plus. Les gens ne se reconnaissent pas. Vous, le temps d'un séjour, vous venez piétiner leur culture, vous venez piétiner leur identité, juste parce que notre État veut faire des affaires avec vous. Et l'État n'est pas conscient des conséquences de cela pour venir vous protéger. Alors les gens vont... Il y a... je ne sais comment on doit le dire, il y a un robot naturel qui fera que les gens vont prendre leur défense à eux-mêmes. Et moi je dis c'est tant mieux, si ça peut réveiller l'État, tant mieux. Vous savez que par extension, les camionneurs, parce qu'à l'époque on a beaucoup travaillé sur les projets de VIH et les rapports et tout à l'époque, avec d'ailleurs le pasteur Godson. Et les points où le taux de VIH est plus ou moins élevé au Togo, c'est des endroits où les chauffeurs des Titans s'arrêtent souvent sur la nationale numéro 1. Bien sûr. Je ne sais pas si vous voyez. C'est des endroits où ils font souvent des pauses. Et donc, ils draguent les filles, les femmes, ils couchent avec les gens, comme ils ont un peu d'argent, ils ne se protègent pas. Donc, à ces points-là, le taux de prévalence est élevé. Et il y a de cela quelques années, je ne sais pas ce qu'il en est réellement aujourd'hui. Donc pour vous donner une idée des dégâts que ces gens-là font à chaque fois qu'ils passent dans notre pays pour venir récupérer de la marchandise, ou bien à chaque fois qu'ils introduisent de la marchandise dans notre pays. Raison de plus pour que l'État qui est le garant de la sécurité des citoyens et qui est le garant aussi des mœurs dans notre pays puisse réagir pour mettre fin à ça. Vous amenez du ciment au Togo, d'accord, mais vous venez au Togo, vous restez discipliné. Parce que les Togolais ne peuvent pas aller faire ça au Nigeria. Vous allez les brûler vivants. Oui, justement, Ferdinand, tu as dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. C'est lors des témoignages que nous avons recueillis cela, les camionneurs eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils font là au Nigeria. Ils le reconnaissent. Ça veut dire qu'ils sortent sur la montée des Togolais. C'était en intercation avec le cadre de banque en question. Un cadre de banque qui l'a apporté son témoignage. On a gardé son anonymat. Et le cas, il jetait la figure du cadre de banque que eux, ils ne font pas ça au Niger, au Burkina, que c'est ici parce qu'ils ont nous avons vos autorités entre nos mains. Voilà. C'est pourquoi nous faisons ça ici.
Je rappelle à toute fin utile, à ceux qui ne suivent que c'est Isidore qui a fait l'enquête, donc c'est pour ça qu'il donne ces détails. C'est vrai qu'ici, il est dans la posture d'animateur. Donc voilà ce qui se passe chez nous. Et c'est quand même incompréhensible que pour de l'argent, nos autorités peuvent livrer le pays aux dérives des étrangers. On voit, c'est-à-dire que les cas sont nombreux, on voit ce que les Libanais, les Indiens, tous ces étrangers qui sont au Togo, qui sèment là, et qui font au Togo. Vous allez, c'est pas, à Exanaoui, les Ibo, ils brûlent les résidus de chaussures dans tout le quartier. On a fait des articles là-dessus, on a interpellé le ministre, personne ne dit rien. Chaque soir, tous les résidus de chaussures qui sont du plastique. Et donc, des polluants hautement toxiques, ils le brûlent dans c'est même pas caché dans les maisons, entre les maisons et là-bas, et les gens sont suffoqués. On a dénoncé ça. Personne ne dit rien. C'est comme notre pays. Non, franchement, je ne sais pas ce que les gens font. Non, il n'y a plus d'État protecteur. L'État a démissionné. L'État a démissionné. Et quand on le dit, si nous faisons une enquête actuellement à Balibé, vous allez voir qu'il y a le phénomène éboulement également qui va commencer par naître. Parce que déjà, si tu fais la route au niveau de l'OEP et autres, là, la population, les récriminations commencent par naître. Petit à petit. Eux, ils n'ont fait que quelques mois. Ils n'ont fait que, je crois que le chantier a été lancé. Ça a fait bientôt un an, ça a été lancé. Et aujourd'hui, leur base vie, ils commencent vraiment pas à exploiter vraiment les bases vie. Parce que là, avant, c'était les machines qui étaient là, etc. Maintenant qu'on exploite pas les bases vie, mais les récriminations commencent pas à sortir. C'est inhérent à ce genre d'activité, à activité transfrontalière ou travaux, en fait, gros travaux. Une fois que vous amenez les étrangers, il faut déjà prévoir qu'il y aura des chocs culturels. Et donc, prendre des dispositions pour que ceux-là, on a quand même des CDQ, des CDV, c'est ça. Il y a des structures, c'est ceux-là qui sécurisent les localités. Ces structures n'existent que quand il faut voler les élections. Effectivement. Il faut brûler les jours. Il faut partager l'argent. C'est ça. L'argent de développement là-bas, c'est là où il y a des présidents qui sont là à vie. C'est ça. Mais pour la sécurité de leur quartier, tu ne les verras jamais. Mais le jour des élections, tu vois que c'est le type qui est à la tête du CVD là. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont créé ces CVD, ils ont fait en sorte que la plupart des gens qui ont pris le contrôle de ces CVD là sont des gens d'unir. C'est clair. C'est des prolongements, c'est des ailes marchandes. C'est un tentacule de unir à la base. C'est là où ils organisent, je ne sais pas comment on appelle ça, le bourrage des urnes. Je ne sais pas, vous voyez. Donc ces gens-là, ils n'existent que quand il faut voler les élections et brûler les urnes. Mais sécuriser les quartiers, interpeller les autorités, faire des démarches, ils ne le voient pas. À Djouba, les gens le font à titre personnel. C'est des gens qui sont exaspérés, qui le font à titre personnel. Un vieux a fait le tour de la préfecture fatigué. Après, plus personne ne lui répond, il n'avait plus de répondants. Et pourtant, le mal existait dans son quartier. Parce qu'il voyait ses enfants, ses petits-enfants, les enfants de leurs voisins du quartier se faire violer par ces gros gaillards qui venaient du Nigeria et qui repartaient tranquillement. Alors que le vieux Togo, dans le code pénal, c'est un crime. C'est un crime. C'est un crime. C'est un crime. Et là, tout le monde est quitte, quoi. Tout le monde est tranquille. Personne ne dit rien. Et depuis une semaine qu'on a sorti cet article-là, les gens nous ont fait un retour en disant que la mairie est venue dans le quartier, mais il n'y a rien. Mais si on vous dit demain matin qu'on a trouvé un fusil là-bas, vous allez voir que tous les militaires seront déployés dans le quartier, porter les lunettes, tout ça, voir tout ça là. Même un fusil de chasse. Un fusil de chasse. Même un fusil de chasse. Ils vont terroriser les gens. Ils vont rentrer même jusque dans la chambre à coucher des gens, fouiller dans les placards pour dire qu'ils sont en train de chercher des amis qui ont eu des réquisitions du procureur pour faire des perquisitions massives. Je sais pas, c'est ce qu'ils ont posé aux gens dans les quartiers. Oui, mais et pendant qu'on est le procureur pourrait se saisir de cette affaire à Dadjouba. Oui, de vieux. De vieux. Le procureur pourrait se saisir. Déjà qu'on a saisi la préfecture, on a saisi la mairie. Que fait le procureur? Il est là pour les dossiers politiques. Pour saisir l'État et sommer c'est le magistrat, le premier magistrat, non? Ouais, c'est ça. C'est le premier magistrat de prendre les dispositions qu'il faut pour sécuriser la population. Qu'est-ce qu'on fait? Pourtant, on nous dit chaque fois que rien n'est, aucun effort n'est quoi, quand il s'agit de la jeunesse, quand il s'agit des femmes, aucun sacrifice, c'est quelle politique de promotion de la femme on fait et la jeune fille est à la merci des étrangers? Quelle politique de promotion de la femme on fait? La jeune fille
est à la merci des étrangers. La jeune fille qu'on viole, est-ce qu'elle peut encore fréquenter? Est-ce qu'elle peut fréquenter? Même des mineurs sont violés. Justement, quand je parle de la jeune fille, je parle de l'enfant. Des mineurs sont violés. Ni l'enfant, les parents n'arrivent même pas. Les témoignages sont là. Les gens ont peur dans leur maison. Ils vivent dans la peur. Et donc certains qui sont des locataires finiront pas quitter le quartier parce qu'ils sont en insécurité tout le temps. Oui. Peut-être que pendant qu'on y est... Merci. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Joël, un mot pour clôturer cette émission. Je crois que le point d'orgue de cette émission a été la démission de l'État. Oui, bien sûr. La démission de l'État. C'est-à-dire que dans les 3 volets de l'émission, vous allez voir la question de la démission de l'État, le port, les incendies au port, la démission de l'État, à Guadeloupe, avec raffinerie, c'est la démission de l'État. Et vous allez voir que c'est récurrent. Quel que soit l'angle qu'on prend pour l'analyse, on arrive à la démission de l'État. On arrive à la démission de l'État. Alors, on est d'accord qu'on a les citoyens togolais, il faut carrément formater, il faut recréer un nouveau citoyen togolais. Mais il faut interpeller ceux-là. Est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font quand on limite l'État à la conservation du fauteuil? On limite l'enjeu, ça veut dire que la responsabilité, le serment qu'on a prêté, ça se limite à la conservation du fauteuil pour moi. Et tout, ça veut dire que je ne veux lever le petit doigt que si il y a quelque chose qui menace mon fauteuil, le reste, j'en ai rien à foutre. Est-ce que c'est pour ça que Fronia Simbe, vous savez, ça veut dire que le chef d'État peut faire Kagame est en train de cumuler, je crois qu'il est dans son 5e mandat, non? Ouais, un truc comme ça. Il est là, voilà, il est là au moins jusqu'en 2034. Bientôt 20 ans qu'il est là. À part les critiques sur les droits de l'homme, etc., la liberté d'expression pour les opposants, bon, et puis là, il est dans un problème outil. À part cela, les Rwandais ne sont pas si gênés que le monsieur soit là, parce que, par exemple, le cas d'Angoté ne peut pas se passer au Rwanda. Le cas d'Angoté ne peut pas se passer au Rwanda. Vous allez au port du Rwanda où il y a un tel incendie, pendant que le gars, il s'agit que son développement de son PC sur le business, on a tout informatisé. Mais quel sujet nous tirons alors du fait que Ford soit un admirateur de Kagame? Qu'est-ce que nous tirons? Quelle est la plus-value? Qu'il soit un admirateur de Kagame, qu'il suit, qu'il veut copier à la lettre, parce que même le développement... Ils sont admirateurs de Erdogan aussi, hein, depuis un certain temps. Ils sont admirateurs d'Erdogan. Oui, mais... Bientôt, là que le Turc, on l'a écrit. Kim Jong. Bon, il est admirateur aussi de Xi Jinping. Encore que là... Les gens, encore qu'en Chine, on les exécute les corrompus. On les exécute, justement. Pour faire voler le pays. On les exécute les corrompus. Ouais. Mais vous voyez, même tous ceux-là dont Souffrant est ami, ils ont un dénominateur commun, ils ont la longévité au pouvoir. Ouais. Parce que Xi Jinping aussi est venu déverrouiller sur la liberté du mandat. C'est ce que. Bon, c'est à lui. C'est-à-dire que on ne va pas faire une fixation sur ça. Mais est-il que quand tu vas avec quelqu'un, qu'on puisse ce qui est bien chez lui, qu'on puisse ce qui est bien. Tous ces dirigeants qu'on a payés, ils dirigent le pays d'une main de fer, mais les populations sont épanouies. On fait la promotion. Le Turc aujourd'hui, mais tutoie l'Européen occidental. On leur a refusé d'entrer dans l'Union européenne, mais ils n'ont rien à foutre. Ils savent que... Encore qu'ils n'ont rien à envier aux Européens. Justement, l'Empire ottoman. Justement, ils n'ont rien à envier. Ils savent qu'on les a éjectés de l'OTAN, mais ils savent que vous aurez besoin d'eux. Ils sont devenus un problème constant. Si la Turquie était encore là où, par exemple, la Chine était dans les années 70, les années 60, qui va les respecter? Mais pour que Fronia Simbe soit respecté, il faut qu'il construise un État. Il faut travailler. C'est-à-dire qu'il faut travailler. Les gens ne travaillent pas. Ils ont laissé le pays comme ça. Il ne faut pas grand-chose. Quand ils viennent, ils font un petit truc là. On fait tellement de la propagande. Et la question, ce n'est pas que moi, j'ai un mouvement devant moi pour 10 ans. Je suis encore là pour 10 ans, 15 ans. Non. Parce que quand l'État est dans le développement, ça veut dire que ton fauteuil est à terre. Ça veut dire que le fauteuil que tu sécurises, le fauteuil même est à terre. Et que tout peut arriver. On a parlé tantôt des phénomènes des microbes qui va commenter, qui peut naître à tout moment. Les gens amènent tout, ils font tout type de trafic. Un peu comme
la Guinée-Bissau, où l'État, le président, il ne sait pas, il sait qu'on l'a élu ou bien on l'a dévié aujourd'hui, mais il ne sait pas s'il est là pour 10 jours ou un an, il ne sait pas. Il ne sait pas. Comme en Haïti où un commando est venu aller carrément aller zigouiller le chef de l'État pendant qu'il avait une sécurité. Parce que tu laisses la faim gagner du terrain. Tout est poreuse autour de toi. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Joël. Ferdinand. Non, je pense que Joël a beaucoup plus parlé de la démission. Moi, je parle plus de la déliquescence de l'État. C'est une déliquescence, c'est un délitement de l'État qui fait que tout échappe maintenant aux décideurs parce qu'eux-mêmes, ils sont confondus. Ils ne sont pas des gouvernants, mais ils sont des affairistes à la tête du pays. Et donc, ils ont des intérêts dans tous les domaines. Donc, à partir de ce moment-là, ils n'ont plus, je ne sais pas comment on appelle ça, ils n'ont plus la capacité de trancher les affaires selon l'intérêt général. Ils tranchent selon les intérêts des clans qui les entourent, selon eux-mêmes leurs propres intérêts. Et c'est ça qui fait que le pays est en train de sombrer. Parce que tout le monde veut mettre la main sur les secteurs pour ramasser rapidement de l'argent. De telle manière que même quand on conçoit les projets, et on veut les implémenter, l'envie de prendre des prébendes, des commissions sur les projets domine la réalisation même du projet. Ce qui fait que les projets sont parfois morts-nés, sont mal ficelés, sont mal exécutés, et que bon, on fait des routes, et à la fin, on se retrouve avec des routes qui sont totalement, c'est pas, en décrépitude. Donc, voilà en fait les conséquences de cette gouvernance-là, et comme je le décrivais en termes de symbole, c'est comme un barrage qui veut céder. La pression de l'eau est très forte, vous colmatez ici, ça s'ouvre ici, vous colmatez là, ça s'ouvre là, finalement le barrage va céder. C'est comme ça que le système... regardez, depuis au moins 1 an, par exemple, le régime n'est plus vraiment confronté à une opposition forte qui l'empêche de faire quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qu'ils font? Rien. Ils ne font rien. Parce qu'en fait, ils sont au bout, quoi. Ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ils ne peuvent pas faire grand-chose. Et donc, quand vous prenez même, par exemple, certains secteurs même qui sont les vrais piliers du régime, vous voyez dans quelle misère ils sont. Je vais parler, par exemple, des cas de nos frères militaires. Et quand on dit, par exemple, qu'on veut dépenser 1 million d'euros, c'est ça, ou bien $1 million pour acheter du matériel, renforcer l'armée, d'ici 5 ans, on va dépenser 600 quelque chose milliards pour moderniser l'armée. 700 milliards. 700 milliards. Est-ce que vous avez entendu si on vous a dit qu'on veut construire par exemple des habitations modernes pour les militaires? Est-ce qu'on vous a dit qu'on va moderniser les casernes? Les casernes militaires au Togo, les brigades de gendarmerie, les brigades les commissariats de police. Le temps s'est arrêté. Le temps s'est arrêté dans ces casernes-là. C'est des taux de 80. 70. Sont des taudis. Vous savez, il y a Patrice Talon qui est en train de construire une caserne à Lada. Donc, pas trop loin de chez nous, vous rentrez au Bénin. Quand vous voyez les immeubles qui sont en train de sortir de terre, vous allez dire, mais attends, ça c'est pour une caserne? Vous avez vu le truc des data centers là? C'est des immeubles comme ça qu'on est en train de construire dans la caserne. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, des immeubles. C'est-à-dire que de haut standing, d'un certain luxe, parce que le militaire doit apprendre aussi à vivre dans le luxe. Vous voyez les militaires du Ghana? Allez à la frontière de Mouepé là, frontière juxtaposée, qu'on a ouvert d'une manière ou d'une autre là. Les Togolais, le site est au Togo en fait. Le site de la frontière juxtaposée est sur le territoire togolais. Les Ghanéens sont de l'autre côté. Ils ont un petit quartier général où ils ont toutes les commodités. C'est-à-dire maisons, trucs climatisés, ils vivent là-bas. Et le lendemain, ils se lèvent, ils viennent à pied travailler au Togo. Et sur le site au Togo, les toilettes sont totalement indésirables. Comment on appelle ça? Le forage ne fonctionne pas. Les gars vont aux toilettes dans la blouse. Les Ghanéens les regardent. Est-ce que le militaire togolais veut dire insalubrité? Regardez l'état de nos casernes. Regardez le RIT.
Non, c'est ça. Au cœur de Lomé. L'héritier est devenu un problème au cœur de Lomé. Tu as posé la bonne question. Est-ce que le militaire togolais veut dire insalubrité? Le camp héritier est devenu un problème au cœur de Lomé en termes d'insalubrité. Regardez tout autour du camp héritier. À part, ils ont pris une grande partie pour faire des champs. Ils font ce qu'ils veulent. Et toute la zone est insalubre au cœur de la capitale. Mais vous voyez les casernes au Ghana, jusqu'au nord du Ghana, aux casernes. Tout est propre. Les chambres, les dortoirs, tout est propre. Et quand le militaire ghanéen sort de sa caserne, vous allez voir sa tenue, ses chaussures, tout est nickel. Au Togo, les gens portent les habits propres quand il faut défiler. Les militaires s'habillent proprement quand il faut défiler le jour du défilé. Et puis après ce jour-là, quand vous les voyez, ils sont dans des tenues, c'est pas rafistolées, un peu délavées et tout ça. Et ça, c'est les gens qui sont les piliers du régime. Et le militaire togolais, quand il finit sa carrière, il va où? Il va faire le gardiennage, dans les sociétés de gardiennage. Il est dans une chambre salon. Et vous savez que certains militaires partent à la retraite à 42 ans, 43 ans, parce que s'il n'a pas eu de promotion, s'il a été recruté, il a fini soldat de première classe, 20 ans de carrière, il part à la retraite. Et il finit comment? Même les généraux là, tous ceux qui sont là, à part ceux qui sont dans les magouilles et qui font des trafics pour gagner de l'argent, les colonels partent à la retraite. Le salaire c'est quoi? 400 000 ou peut-être moins. Et donc, quelqu'un qui prend 400 000, vous voyez que sa pension de retraite, ce n'est pas grand-chose. Quand on convoque les anciens combattants à l'état-major, certains colonels qui sont partis à la retraite il y a à peine 1 an, ils viennent en Zémidian. Vous voyez? Et donc, comment est-ce que le pilier du pouvoir lui-même, c'est-à-dire ceux qui disent que c'est nous, c'est ce qu'ils disent. C'est nous. C'est nous qui sommes au pouvoir. C'est nous qui sommes au pouvoir. Bon pays, c'est nous. C'est comme ça qu'ils s'appellent, c'est nous. Ils n'ont même pas les moyens de vivre et de survivre et de mettre leurs enfants dans de bonnes conditions. Vous avez vu le camp GP là? Qu'on accuse souvent, on garde les gens, on les enferme, tout ça. Vous avez vu les cases qui sont là-bas? Vous n'avez pas des cases de prisonniers? Le mieux c'est tapé. Le mur de côté nord c'est tapé. Il y a de cela 2 ans, on n'arrive pas. Vous avez vu les cases qui sont là-bas? Ça dit que c'est quoi? Le camp est confondu aux habitations. Ça dit que même quand le colon est venu, les premiers cases que le colon a fait pour faire des casernes, ça ne ressemble pas à ça. Vous avez vu les cases qui sont là-bas? Mais les gens sont dedans. Ils font des enfants, ils vivent dedans, il n'y a pas de toilettes, ou bien les toilettes sont communautaires, les gens font des besoins, il y a l'insalubrité. Mais quand on dit d'aller taper les gens, ils sont les premiers. Ils disent on va aller taper les gens. Maintenant, on veut faire la réforme de l'armée, on veut débloquer 700 milliards. Les 700 milliards là, c'est juste pour acheter du matériel, pour sécuriser un pouvoir. Est-ce qu'on a prévu, par exemple, aménager les espaces pour les militaires, construire des logements sociaux pour eux, leur donner des trucs pour que... Maintenant que tu l'as dit, on va le faire. Puisque c'est pas normal. C'est la conséquence. On va corriger un peu, la rentrée. On a affaire à une déliquescence totale de l'État. Les brigades de... On va faire une émission là-dessus. Attendez, on va faire une émission là-dessus. Les brigades de gendarmerie, vous voyez dans quel état ils sont? Les brigades de police, les commissariats de police, on n'a même pas réfléchi pendant 50 ans, 60 ans à construire des modèles de commissariat où vous savez que le commissariat est à la fois un lieu de travail mais un lieu de détention. C'est-à-dire que les détentions, les gardes à vue, tout ça, donc le bâtiment doit répondre à une certaine norme. Dans le bâtiment, il y a la salle d'audition, il y a la salle d'interrogatoire, il y a le bureau du commissaire, il y a le bureau de stockage des armes, il y a ceci, il y a ça, et il y a un endroit où il faut garder les bandits qu'on garde avant de les déférer. Il n'y a rien. Donc on va louer 3 chambres salon de quelqu'un. Et souvent, c'est aussi les barons qui louent leur maison. On fait de la surfacturation. On casse quelque part. Un peu comme les mairies. Voilà. On va en parler. On va en parler dans une émission. On casse quelque part. On fait un trou pour faire le lieu de détention pour que les gens puissent respirer un peu. Le commissaire, il est quelque part. Le commissaire agent aussi est quelque part. Les autres, ils sont dehors. Ils sont sur la cour. Vous voyez comment le pays fonctionne? J'ai vu le commissariat de Notien. Ça, je vais en parler avant qu'on finisse l'émission. On a vu le commissariat de Notien. La tôle. C'est-à-dire que quand tu vois même le commissariat, tu te dis, mais c'est quel bâtiment ça? Donc tu vois le commissariat, comme tu vois tous les brigades qui sont à partir de Thiviers là. Laissez pas les colons là. Tu as vu à Thiviers quand tu dépasses le feu rouge qui ne travaille pas là. Tu as vu là où ils sont là? Il est dans la rue. Tu as vu là où ils sont? Tu as vu le bâtiment? C'est un bâtiment colonial qui a l'air bizarre, qui est en train de s'effondrer. C'est une porcherie, ça ne ressemble à rien du tout. Dans un village à Notien, tu as le commissariat qui est sous un grand arbre là. Et dans cette ville-là, vous avez eu un premier ministre qui a été aux affaires pendant 5 ans à la primature. Il n'a pas pu puiser
dans la caisse des fonds secrets au moins 20 millions pour retaper un bon bâtiment dans sa propre ville où il est Premier ministre pour que le commissariat soit présentable. C'est des gens comme ça qui font des discours qui nous disent qu'ils sont là pour le développement du pays. Et ils veulent que nous, on les applaudisse à 10 doigts. Ce n'est pas normal. Si vous avez la chance de passer encore par Notien, regardez le commissariat de Notien, vous allez voir. Ou bien regardez le commissariat parce que Thévier. Non, c'est devenu un site touristique. Non, bien sûr. C'est un vestige. Puisque le ressemble à Gogo, c'est un vestige. La terre à Gokoli. C'est un vestige. La décrépitude des murs. Enfin, un vestige. Oui, il faut s'arrêter. Nous se prendre les photos. Au moins, on a un site touristique sur le national numéro 1. Donc, nous lançons un appel à ceux qui gouvernent ce pays. Nous sommes convaincus qu'ils sont des gens qui aiment du beau aussi. Je suis convaincu que dans leur maison, il y a du beau. Et tant qu'ils construisent des maisons, ils ont des piscines, ils ont des jardins, ils ont des coins pour faire la fête, tout ça. Ça veut dire qu'ils aiment du beau. C'est comme ça qu'ils doivent construire leur pays. C'est comme ça qu'ils doivent aménager leur pays. C'est comme ça qu'ils doivent aménager les lieux de travail de tous les corps de l'État. Vous avez vu le commissariat central, la maison qu'ils ont louée depuis des années, ils payent même à peine. Vous avez vu le commissariat central, c'est un immeuble, je ne sais pas. Non, mais on a pris une décision de reloquer tout ce quartier-là. Tu as vu? C'est-à-dire que ce n'est pas possible. Le seul commissariat qui a été construit, je pense, pendant l'indépendance, c'est le commissariat du 3e arrondissement, là, qui est en face de Fiata. À part ça, l'État n'a plus jamais construit un commissariat. Jamais. Et donc, on a loué les maisons des gens, les maisons sont dans un état piteux. Et les gens vont y travailler, ils repartent, ils vont dans leur maison. Et ça, c'est le symbole même régalien de l'État. C'est-à-dire qu'on parle d'État, c'est ça qu'on voit. C'est les bâtiments officiels. Nous avons parlé de délitement de l'État. Oui. La preuve, les bâtiments où on symbolise, on reprend l'État sont en délitement, c'est clair. C'est l'image de l'État qui ne protège pas, qui laisse la population à la merci de tout et de rien, de tout le monde. C'est Dangote on parle de Dangote. Et à côté de Dangote, il y a un qui donne de Libanais qui peut te dire également que bon, que l'autorité c'est qui? Moi je mange dans ma main. Ouais, c'est ça. C'est tout le monde. À force de vouloir se moquer, de se foutre de la gueule de ton concitoyen, juste pour tes prestiges, nous sommes tous à la merci de ces délinquants qui circulent. Nous sommes tous à la merci de ces délinquants qui circulent, qui ne respectent même plus la petite autorité que tu as. L'Institut technique de l'informatique et de la communication Aldus, l'expert en formation médias et communication, assure votre formation en assistance de direction, organisation matérielle et administrative, secrétariat et comptabilité avec le logiciel Sage Sahari. Communication visuelle, conception, infographie, édition, relations avec l'imprimeur, électronique, maintenance et réseau informatique, caméra de surveillance, production télévisée, cinéma et reportage avec son, images, montage, production et réalisation, masterisation du son et programmation de musique sur ordinateur. Institut Aldus, une formation à votre rythme. Merci messieurs, merci. On a beaucoup parlé, on a débattu de beaucoup de sujets. Je rappelle, nous étions avec Ferdinand Haïté, il est le directeur de publication du journal L'Alternative. Ferdinand, merci d'avoir. Merci à tous ceux qui nous suivent. Et voilà. Et avec Joël Ega, il est le directeur de publication du journal Fraternité. Joël, merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir. Merci à vous aussi, nos chers techniciens. Merci à Marc Azangba, à Bassakpon Henri et aux stagiaires. Merci à vous qui nous avez suivis. À tout à l'heure.